Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette série qui permet de découvrir des gens créatifs et audacieux. Et j'ajouterais cette fois-ci quelqu'un de passionné. Je pense que c'est le cas de cet invité, Hubert Barrère. La passion l'anime, je crois, sûrement depuis toujours. Créateur, corsetier et directeur artistique de la Maison Le Sage depuis 2011. Hubert, est-ce que ce mot vous définit bien, celui d'homme passionné? Bonjour Stéphane. Bien, je crois que tu as percé à jour mes véritables passions intérieures. Oui, oui, je suis quelqu'un de passionné. Comment pourrions-nous travailler dans ces métiers d'exception que sont les métiers d'art sans passion? Donc, depuis que je suis petit garçon, la passion m'anime. Je suis quelquefois un peu enquiquinant parce que je veux toujours plein de choses très très vite et les plus belles possibles ou les mieux réalisées possibles en tous les cas. Je suis très heureux qu'on ait 1 heure pour discuter parce qu'on aurait pu faire en fait 3 conférences. Il y aurait le métier de créateur, celui de corsetier qui est un sujet en soi qui est fascinant, mais c'est la Maison Le Sage qui retient notre attention aujourd'hui parce que ça fascine beaucoup de monde. C'est un métier finalement qu'on connaît peu, on voit les résultats, mais je pense que les gens aujourd'hui vont être surpris de voir certaines pièces qu'ils connaissaient depuis longtemps, mais ne savaient pas nécessairement que ça venait de la Maison Le Sage. Mais je voulais d'abord savoir comment s'est développé ce lien avec cette maison incroyable qu'est Le Sage, cette maison de broderie. Bah, par hasard, et c'était pas du tout prévu, voilà, on va dire. Quand j'étais à l'école de la mode, pour mon travail de fin d'année, on présente des tenues, des robes, des looks. Et moi, je faisais de la broderie sans savoir que j'en faisais, comme Monsieur Jourdain fait de la prose, sauf qu'au lieu de bien broder, je collais les perles, c'est un scandale, je le sais, mais je faisais de la décoration sur du vêtement. Et puis, grâce à une amie qui connaissait vaguement, une autre amie qui garait sa bicyclette sur le même palier que quelqu'un qui travaillait chez Le Sage, j'ai pu rencontrer l'assistant de Monsieur Le Sage. J'avais un rendez-vous avec Gérard Trémollet. Pour faire quoi? Pour qu'on m'aide à faire une vraie broderie pour mon travail de fin d'année. Et donc, me voilà arrivé chez Le Sage. Et puis, j'attends bien sagement dans le couloir et Monsieur Le Sage lui-même passe. Et Monsieur Le Sage, il faut savoir que c'était un homme qui était à la fois extrêmement généreux dans la vie, il aimait les gens, tout simplement, et puis toujours curieux, et curieux des jeunes, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, enfin, etc. Et là, forcément, il me pose la question, mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit gars? Et ben, je lui bredouille que ben, je viens pour mon devoir de fin d'année, ben, et au lieu de me dire, bah, c'est bien simplement, il me dit, bah, montre-moi ça. Et l'histoire a commencé comme ça. On s'est retrouvés tous les deux sur une grande table en train de montrer, moi, timidement mon travail et voir Monsieur Le Sage qui, lui, quand tu me parlais de passion tout à l'heure, alors là, du coup, on était parti dans un autre univers. Il s'accoudait sur la table et puis il regardait puis il disait, mais alors dis-moi, mon petit, si on mettait des paillettes là, et puis de la petite perle dorée là, et puis si on mettait ceci, enfin bref, moi j'étais parti dans un univers de contes de fées. Après, il me donne les perles, je me retrouve les bras chargés, et puis alors à la fin de l'histoire, il me dit, bon, ben maintenant tu vas le faire, hein. Évidemment, je ne savais pas broder. Donc, je suis parti chez moi en disant oui, merci monsieur. J'ai fait la broderie comme j'ai pu. J'ai montré cette broderie à monsieur Le Sage. Et il m'a dit, tu sais, mon petit, c'est pas mal pour quelqu'un qui ne fait pas de broderie, hein. Voilà, ça a commencé comme ça au moment où j'étais à l'école. Et jamais vous n'auriez pensé poursuivre cette belle histoire parce que M. Le Sage, Non. malheureusement, est décédé. Mais ce n'est pas un héritage facile non plus. C'est une grande maison à diriger. Oui, alors c'est effectivement une très grande maison. Il faut surtout pas, quand on rentre dans une maison comme Le Sage, penser à tout ce poids immense la, de la personnalité de Monsieur Le Sage et puis de la maison en elle-même. C'était vraiment le hasard qui m'a fait rencontrer Monsieur Le Sage, j'en suis heureux. Après, j'ai travaillé dans des maisons qui étaient confrères de Le Sage. Et comme je suis un garçon plutôt bien élevé, je lui donnais des nouvelles de ce que je faisais. J'allais chez un tel, et puis de fil en aiguille, on a pris un café, puis après on a déjeuné ensemble, puis après il est venu à la maison, puis après je suis allé chez lui. Bref, en un mot commençant, c'était mon maître, si vous voulez, professionnellement, mais c'était quelqu'un que j'aimais profondément, qui était un ami. Et le jour où on m'a proposé, c'est Bruno Pavlovski, le président de Chanel, qui m'a dit, tu sais, Virginie Viard et Karl Lagerfeld ainsi que Monsieur Le Sage, je pense que tu devrais, ce serait bien que tu reprennes ce flambeau de la maison. Monsieur Le Sage était très souffrant. Qu'est-ce que tu en penses? Et très franchement, moi, je ne m'y attendais pas, hein. C'était pas mon plan de carrière, si vous voulez. Moi, j'étais très heureux où j'étais. Et Le Sage étant une telle icône comme maison, je n'imaginais pas ça. Puis finalement, je me suis laissé convaincre, bien évidemment. C'est tellement sublime et je ne le regrette absolument pas, bien sûr. C'est exceptionnel.
Une maison qui a une histoire incroyable parce qu'à l'origine, ça s'appelait Michonnet en 1858. C'est en 1924 que monsieur et madame Lesage, Albert et Marie-Louise, ouvrent cette maison. Et François Lesage arrivera très, très jeune et c'est assez incroyable de penser qu'à l'âge de 20 ans, il doit reprendre parce que son père est mort subitement, d'avoir cette énergie et surtout ce sens de l'organisation. Un jeune homme de cet âge, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir porter une maison comme celle-là. Moi, ça m'impressionne. Il devait avoir une énergie, mais je suis certain que c'est un homme qui a été énergique parce que je l'ai rencontré la dernière année juste avant qu'il décède et j'étais frappé, malgré la maladie, de cette flamme qu'il avait toujours. C'était quelqu'un qui était hors norme parce que, à l'époque où il a pris les rênes de la maison, effectivement, il avait 20 ans. Il ne faut pas croire que les choses se sont faites facilement parce que sa maman était très célèbre, c'était une très grande créatrice à l'époque. Donc, quand il allait avec toute l'insolence de ses 20 ans dans les maisons de luxe, on lui disait bah, écoute, c'est bien gentil, mais on verra, attends un petit peu, fais-toi un prénom avant d'utiliser le nom Le Sage. Et puis finalement, il a réussi à imposer un style et ça a été essentiellement au moment où il a rencontré Yves Saint-Laurent, qui était encore chez Dior en tant qu'assistant de Dior, puis créateur de Dior, puis chez lui, que l'histoire a commencé, parce que pendant 44 ans, sont devenus inséparables créativement. Et donc là, être proche, encore une fois, d'un jeune, parce que Saint-Laurent était très jeune à l'époque, ça lui a permis de, comment dirais-je, de commencer une magnifique histoire. Voilà. Alors, il y a eu Saint-Laurent, il y a eu Christian Lacroix aussi, dont il était le parrain. Il a toujours été proche de la création, pas nouvelle, mais des nouvelles générations. Et une autre chose qu'il a fait, qui était sacrément culotté à l'époque, c'est qu'il a commencé dans les années 80 à parler de la broderie de la maison Le Sage qui travaillait pour tel et tel couturier. Et ça, les générations d'aujourd'hui ne se souviennent pas de cela, que c'était interdit d'en parler à l'époque. On disait toujours qu'il y avait un grand secret sur les gens qui travaillaient pour les maisons de luxe. Et lui, il a bravé cet interdit. Ça aurait pu lui valoir des gros soucis, c'est-à-dire de ne plus travailler. Et finalement, ça a été le contraire. Ça a été le fait que, au travers du nom Le Sage, on a parlé des métiers d'art. Et il y a tout un tas de petites histoires assez Oui. sympathiques autour de cela. On va regarder quelques pièces qui ont marqué l'histoire et qui sont devenues très célèbres. Et la maison Schiaparelli est incontournable de l'idée qu'on a de la maison Le Sage et cette fameuse cape Phébus qui est incroyable et qui montre le talent de cette maison. Et le talent, évidemment, de l'association de l'univers complètement fantasmagorique de Elsa Schiaparelli avec Le Sage. Et dans les mêmes moments, Le Sage était capable de travailler pour Madeleine Vionnet, qui était, elle, totalement dans l'opposé de l'esthétique de Schiaparelli, qui est quand même extrêmement figuratif, très théâtral, complètement onirique. Ce sont des pièces d'exception. Ce Phébus est magnifique. C'est formidable de penser que cette pièce fait partie de la collection hiver 38-39. C'est fabuleux parce qu'on la regarde et même, je dirais que c'est une pièce qu'on vénère encore aujourd'hui. Ce qui était bien, je trouvais, dans cette association avec la maison Schiaparelli, c'était d'aller très loin dans la composition, dans ces effets de trompe-l'œil aussi, presque de 3 dimensions aussi. C'est complètement ça. Il y a des broderies qui sont faites en trompe-l'œil de cadenas ou un petit nid d'oiseau. On voit le nid qui est la poche, en fin de compte. On met la main dans le nid, puis il y a des petits oiseaux qui sortent. Alors, raconter comme ça fait un peu kitsch, mais c'est d'abord extrêmement précieux et c'est amusant en même temps. Et l'illusion est parfaite, ou des cadenas, ou un miroir. Enfin, Elsa Schiaparelli était fascinée par l'illusion, le mouvement surréaliste et également tout ce qui était ésotérique. Ah ben voilà, là on voit les Elle aimait palmes. beaucoup le motif palmier. C'était sur un tailleur, ça. C'est fabuleux. Mm. Ce qui est formidable, c'est que la maison Schiaparelli, qui est revenue, qui a racheté les archives et qui est revenue Place Vendôme, poursuit le travail avec la maison. Ça, c'est formidable parce qu'on aurait cru que ça ne se ferait plus jamais. Et ils auraient pu refaire, mais sans travailler avec vous. Ça doit être très touchant de savoir qu'une maison comme ça revient vers ses fournisseurs.
Ben, d'abord, c'est extrêmement, comment dirais-je, c'est une belle aventure humaine et c'est absolument passionnant pour nous, mais ils ont entièrement raison parce que les maisons de luxe qui sont cohérentes dans leur style et leur démarche et en font une force incroyable. Schiaparelli a un passé, une histoire exceptionnelle. Il l'utilise non pas en la copiant, mais en faisant d'aujourd'hui un Schiaparelli dans le même esprit de très novateur qu'il y avait du temps de Elsa Schiaparelli. Ils ont tout gagné, hein, je trouve. Hein. Là, on voit, c'est le travail de Daniel Roseberry, qui est un jeune créateur américain qui travaille actuellement pour la maison, qui doit être en train de travailler très fort en ce moment parce qu'il va y avoir une présentation très bientôt. Et vous parliez de l'amitié de François Lesage avec Yves Saint-Laurent. Je voulais montrer cette photo des deux complices qui ont eu ce travail formidable. Et M. Lesage m'avait dit, vous pourrez me le confirmer, à l'époque, par exemple, Pierre Berger n'aimait pas beaucoup l'idée de cette amitié. Il disait même, vous savez, vous êtes un fournisseur, vous devez passer par l'arrière, par La les vraie livraisons. histoire, si tu veux, moi je peux la raconter. C'est un jour François Lesage arrive par la porte principale de la maison Saint-Laurent, comme il faisait très souvent, parce qu'il avait des relations tellement fortes avec M. Saint-Laurent. Bon, il rentre par la porte centrale avec ses dessins, etc. Et en haut de l'escalier, il y a M. Pierre Berger qui lui dit: Monsieur Lesage, l'entrée des fournisseurs, c'est la deuxième porte à droite en sortant dans la rue. Vous imaginez, il n'a rien dit, il est sorti. Et la réponse de François Lesage, qui est la réponse du berger à la bergère, il a dit: c'est très bien, je suis un fournisseur. Donc il a réuni tous les plus grands fournisseurs de l'époque, c'est-à-dire les chaussures Massaro, les chapeaux Michel, les plumes Le Marié, Gossens Le Joaillier, enfin tout ce que vous voulez. Et ils ont fait un livre qu'il s'est appelé L'entrée des fournisseurs. Et bien évidemment, il l'a écrit en hommage à M. Pierre Berger. Et j'ai trouvé que ça, et d'ailleurs, je sais que M. Berger, après, a beaucoup apprécié, parce que c'est tout l'esprit aussi. C'est pas, on rentre pas en conflit. On sort avec un feu d'artifice sur quelque chose qui aurait pu être une brouille et qui ne l'a pas été, en fin de compte. Ça explique peut-être aussi un rapport qui a changé. Avant, les maisons cachaient un peu justement ses fournisseurs, faisant croire que tout était fait dans la maison, alors qu'il y avait des gens de l'extérieur qui travaillaient à la création de ces pièces exceptionnelles. C'est aussi, je pense, que ce rapport et cette reconnaissance du métier des artisans est reconnue plus que jamais, en fait. Je voulais qu'on C'est un vrai paradoxe. Ah ben voilà, ça c'est sublime. Alors la veste iris de Yves Saint-Laurent ainsi que Je ne vous entends plus, cher Stéphane. Oui, et pour les... Oui, je voulais montrer cette pièce parce que, plusieurs raisons, parce que ça fait partie de l'histoire aussi, mais cette veste, c'est 250 000 paillettes, 22 couleurs, 200 000 perles et 250 mètres de ruban. C'est invraisemblable. C'est pas rien. Hein. Et alors, combien d'heures et d'expertise de la part et d'abnégation de la part des brodeuses, c'est ça aussi, parce que ces femmes qui aiment au-delà de tout ce métier sont capables de faire des œuvres pareilles. Moi, je suis tous les jours admiratif et les remercie tous les jours. C'est un conte de fées que nous vivons ensemble. J'ai lu que certaines pièces avaient monopolisé 45 brodeuses pendant 3 semaines. Bah, écoutez, il y a des vêtements qui sont à plus de 1000 ou 2000 heures de travail. Ça se fait de moins en moins aujourd'hui, hein, parce que le monde va plus vite aussi. On veut des choses de plus en plus rapidement. Donc, c'est moins facile de monopoliser autant de gens sur un grand espace-temps aussi. Mais oui, aujourd'hui encore en haute couture, on peut flirter avec le 1000 heures en tous les cas. Quand vous parlez de travail de création, tant du côté de la broderie que du couturier, on a un très bel exemple parce qu'un tableau, c'est plat, il n'y a pas de mouvement et le talent de M. Saint-Laurent, c'est de donner du mouvement aussi à un tableau, ce qui n'est pas si facile qu'on pourrait le croire. Et on le comprend très bien en voyant le tableau et en voyant la veste. C'est vrai. Et une autre pièce qu'il fallait absolument parler, c'est naturellement les tournesols parce qu'elle a retenu l'attention il y a 1 an et en dollars canadiens parce qu'il y a eu une enchère et cette veste s'est vendue 558 000 dollars canadiens par la maison Christie's. Heureusement, elle a été achetée par la National Gallery of Victoria de Melbourne, donc elle sera dans un musée.
mais vous étiez présent lors de cette vente, j'ai vu. Oui, oui, parce que nous connaissons très bien ce musée. Ah ben voilà, dites donc, vous avez fait le paparazzi, là, c'est pas possible. Oui, on connaît bien Et votre compte est-ce qu'on a une émotion particulière quand on se retrouve à la fois devant cette pièce, mais devant le montant astronomique de la vente? Oui, 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 oui. C'est quand même quelque chose qui est hallucinant et en même temps, c'est une telle reconnaissance d'une pièce qui est une œuvre d'art en fin de compte. Et c'est une œuvre d'art collective de plus. Parce que, bien sûr, il y a la créativité de Monsieur Saint-Laurent, il s'est inspiré d'un Gauguin, d'un Van Gogh, pardon, pas d'un Gauguin, un Van Gogh, puis c'est brodé par le sage et surtout toutes les brodeuses. Voilà, donc tout ça c'est collectif, c'est une magnifique récompense et une juste c'est juste que ce soit, c'est exceptionnel, donc le prix est exceptionnel. Et en plus, ça va dans un musée magnifique avec des gens passionnés là encore. Donc tout va bien. Là, on est dans une histoire cousue de fil blanc. Oui, mais de voir cette pièce, une autre pièce dont on voulait parler parce qu'il y a une histoire incroyable aussi, mais le résultat est fabuleux. On pourrait s'amuser à faire un questionnaire ou de faire un sondage. Est-ce que c'est une fourrure ou c'est le travail de la maison Le Sage? C'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu le défilé, parce que, bien évidemment, cette fourrure de panthère est entièrement faite de petites perles et de tubes, et les ligues de protection des animaux et anti-fourrure que je comprends, ce sont des animaux protégés, ont exprimé non seulement leur mécontentement, mais ont hurlé en disant mais c'était un scandale d'utiliser une peau de panthère. Et quand ils ont réalisé que c'était une broderie, là, tout le monde a été scotché, mais voilà, donc c'est pour vous dire qu'on arrive avec la broderie à être dans l'illusion la plus parfaite, parce que ce sont des perles mates en plus, hein, ça ne brille pas, hein, on dirait une fourrure. Ah oui, c'est incroyable. Et c'est seulement en se rapprochant, comme on voit sur la photo, qu'on arrive Exactement. à distinguer que ce n'est pas du poil de l'animal, mais bien toutes ces perles incroyables. Et pour les gens qui aiment les chiffres, c'est 1006 heures d'enseignement que j'ai trouvé. Et c'était la collection de Jean-Paul Gaultier, important de souligner, 18, automne-hiver. Et cette pièce a été présentée à Montréal dans le cadre de la formidable exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et je dois dire que c'est une pièce qui a retenu l'attention. Vous nous avez parlé aussi de Christian Lacroix, parce qu'il avait une relation privilégiée aussi avec M. Lesage. Et je vais lui montrer cette couverture parce que c'est à la fois parce que c'est le Vogue américain, mais c'est une couverture particulière pour plusieurs raisons. C'était la première couverture réalisée par Anna Wintour. C'était en 88. C'était ses débuts au magazine Vogue. Et la photo a fait un peu scandale pour plusieurs raisons. C'était d'associer la haute couture avec le jeans, que la mannequin n'avait pas la minceur de l'époque, pourtant elle est très mince. Mais tout ce contexte et surtout, je crois, le contraste, mais ça montrait aussi une ouverture vers une certaine démocratisation. Mais c'est une pièce assez incroyable de la Maison Le Sage, encore une fois. Et c'était inspiré par des motifs byzantins. Alors moi, à l'époque, j'y étais pas, mais je m'en souviens parfaitement, hein. Oui. Et alors, vous savez, la robe de droite, ce qui est une robe de mariée, en fin de compte, c'est brodé en partie dans l'esprit des habits de lumière, c'est-à-dire les habits toréadors. Et quand on parle du talent de coloriste de M. Lacroix, on le voit très bien. Et les robes de mariée qui sont la tradition en haute couture, de terminer le défilé avec ces robes sont tout à fait incroyables. Et cette robe était présentée d'ailleurs l'été dernier au Metropolitan Museum sur l'exposition sur l'inspiration religieuse dans le vêtement. Et je dois dire, pour l'avoir vu de près, que c'est une autre des pièces exceptionnelles. Donc, on a fait le tour de M. Lacroix, d'ailleurs. On a fait le tour de ces différentes pièces iconiques. Maintenant, parlons de ce qui est formidable dans votre maison, c'est qu'en plus, vous conservez les archives. Parlez-nous de ces archives qui doivent vous servir souvent. C'est le trésor de la maison. Enfin, il y a 3 trésors. Il y a les brodeuses, les fournitures et les archives. Voilà. Et les archives, il y en a à peu près, pas tout à fait, mais presque 80 000, ce qui est quand même colossal, vous voyez. Ça, c'est la moitié de la pièce des archives, puisqu'elle est prise en photo. Il y a l'autre côté pareil, hein, qui commence en 1800, je ne sais plus combien, 58, je crois bien, oui, c'est ça, et qui s'arrête à aujourd'hui. Quand on dit archive, c'est toute création jusqu'à la dernière qui vient d'être faite, parce que
il faut bien les ranger, donc on les range tout de suite après. Voilà. Et puis, comme dans la mode, on s'intéresse toujours quand même, c'est un perpétuel renouvellement. Dès qu'on a fini quelque chose, on est déjà en train d'imaginer autre chose. Donc, voilà, nos archives, ce sont toutes les créations de la maison. Il y a... Alors, ça nous sert, oui, parce qu'il y a des techniques que l'on peut retrouver, qu'on cherche, on voit avec les brodeuses, est-ce qu'on peut refaire cette technique, ou alors une association de couleurs, un motif. Mais refaire à l'identique quelque chose, c'est rare, sauf si une maison de couture nous demande de refaire une broderie qui a déjà été faite pour eux il y a longtemps. Là, c'est la seule exception. C'est-à-dire, on ne va jamais montrer une broderie de Saint-Laurent à Chanel ou une broderie de Chanel à Dior, ou le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible, bien évidemment. Mais si la maison nous demande de refaire, on refait avec grande joie, bien sûr. C'est un peu comme un livre d'images que l'on consulte et que l'on donne à la disposition des créateurs qui viennent. Oui, qui peuvent retrouver, s'ils exploitent un thème particulier ou une époque, c'est assez formidable. Et ce qui m'a impressionné pour l'avoir vu, les pièces, même dans les périodes les plus sombres de l'histoire pendant la guerre, certaines réalisations étaient sublimes, mais on voit que certaines créations ont été faites pour oublier ces moments difficiles, qu'on essaie de mettre un peu de joie et un peu de couleur dans les collections pour essayer d'oublier cette mauvaise période. Ce qui est impressionnant aussi, c'est tout ce matériel que vous avez. Moi, je lisais, mais je pense que vous en avez encore plus, 60 tonnes de rubans, perles, strass et pampilles. Alors, on a un peu grossi dernièrement. Peut-être que le confinement nous a permis de prendre un peu plus de poids. Mais oui, on est à 70, je crois, aujourd'hui, quelque chose. Incroyable. Et vous avez parfois de belles visites dans votre studio. Là, on voit Farrell. Ah bah oui, oh bah, il est trop sympa en plus. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, il est venu vous voir au Canada. Il est vraiment super comme gars. Quand il chante Oui. Happy, bah franchement, c'est pas que chanter, il est comme ça. Voilà. Et il est venu vous voir parce que naturellement, il est très près de la maison Chanel, mais Oui. il était curieux de connaître le travail, ce métier de brodeur. Ah bah oui, puis en plus, Chanel a fait une collaboration avec Pharrell où il y avait beaucoup de pièces brodées. Donc, ça l'intéressait de voir ce qu'on pouvait faire avec son univers musical et la broderie qui peut paraître pour des gens un peu classiques alors qu'elle ne l'est absolument pas. On s'est amusé comme des fous avec lui. On a été chercher des matières qui n'étaient pas du tout usuelles d'ailleurs. C'était très, très, très joyeux avec lui. Là, on voit justement une des boîtes qui contiennent ces archives et un des murs avec, et là, j'imagine qu'il y en a plusieurs, et le travail sur le métier. Et là, ce serait peut-être intéressant justement de nous expliquer qu'est-ce qui fait la force des brodeurs et des brodeuses chez Le Sage. Qu'est-ce qui fait que cette maison, encore aujourd'hui, se distingue des autres? C'est une grande question, mais Bah je suis alors, certain que vous avez quelques alors, pistes. la maison Le Sage par rapport aux autres brodeurs parisiens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vient de la personnalité de Monsieur Le Sage qui a fait parler de cette maison. Et donc, en parlant de la maison, moi je me souviens quand je travaillais chez les autres brodeurs, il y avait même des fois ça m'agaçait parce qu'il y avait une broderie qui passait, les gens disaient bah, c'est du Le Sage. Non, mais ce n'était pas forcément du Le Sage, hein, ça pouvait être un autre brodeur. Alors ça nous agaçait. Mais c'était le résultat de cette force qu'il avait et de ce culot, quelque part, qu'il a eu de parler de la maison quand les gens ne voulaient pas en entendre parler, on va dire. Voilà. Mais il y a une autre chose qui fait que la particularité, je dirais, des broderies françaises, parisiennes particulièrement, vient bien sûr du talent de toutes les personnes qui travaillent dans ces maisons, mais de l'histoire. L'histoire de la broderie, Monsieur Le Sage disait avec beaucoup d'humour que la broderie, c'était le deuxième plus vieux métier du monde. Je pense que vous connaissez le premier. Hein. Et alors, c'est vous dire que si on part sur ce fil, si l'on peut dire, en réalité, les premières traces de broderie en Occident remontent à la période sumérienne, Babylone, etc. Bon. Et des Sumères, ils sont partis en Perse, puis aussi chez les Coptes, c'est-à-dire plus l'Égypte. Et du coup, la broderie d'or que tout le monde aime, je pense, qui vient de Perse, vient de Perse, mais surtout des Sumères. En France, il y avait la broderie, ce qu'on appelait blanche, la broderie de coton, la broderie de fil au Moyen Âge. Voilà. Et au moment des croisades, si vous voulez, il y a des échanges commerciaux qui vont se faire avec de l'Orient à l'Occident.
Et la broderie d'or va venir en France et enrichir la broderie blanche, que ce soit en France, en Angleterre ou en Italie, ou même le nord comment dirais-je, l'Allemagne aujourd'hui, on pourrait dire, oui, pas l'Autriche, l'Allemagne. Il y a les voyages de Marco Polo un peu plus tard. Il va revenir avec la broderie de soie de Chine, qui, elle, existait. Alors là, je vous ai parlé de l'Occident, mais là, depuis au moins avant l'unification de la Chine, c'est-à-dire les royaumes combattants, 3e siècle au minimum avant Jésus-Christ. Hein. Et donc, la broderie de soie arrive et vient en France. On rajoute une couche, si vous voulez. Et donc, la broderie française, elle est, je trouve, à l'image de la culture française. C'est un mix de différentes influences territoriales et dans l'histoire qui se sont cristallisées en France parce que, il faut le dire, pendant 400 ans, la France était une sorte de le centre du monde connu. Aujourd'hui, ça a changé, on est bien d'accord. Mais en n'empêche qu'à l'époque, les caravanes, même les échanges commerciaux qui allaient de la Flandre à l'Italie ou de l'Espagne à l'Allemagne passaient par la France ou en Angleterre. Et donc, c'était là que ça se passait. Et puis, les rois de France ont fait en sorte que François Ier était l'un des premiers à réunir des artistes. Louis XIV a organisé avec Colbert ces métiers. Donc, sans rentrer dans faire de l'histoire absolue et d'université, c'est le résultat d'une histoire, cependant. Cette broderie, on a, comment dirais-je, intégré toutes ces influences, on les a mixées, c'est l'esprit français. Et cette culture qui est faite de mixité. Et cette broderie est unique, parce que si vous allez en Inde, vous avez une broderie sublissime, mais c'est de la broderie indienne. Vous allez en Chine, c'est de la broderie chinoise. On pourrait partir sur ce sujet en disant que finalement, la broderie française n'est pas une broderie française, c'est la broderie du monde. Et c'est sans doute une des raisons pour laquelle elle a eu un tel essor, puisqu'en plus, la haute couture a été créée fin 19e, 1870 et des poussières, avec Charles Frederick Worth, et c'était en France. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Voilà, le professeur Barrère a fini pour vous raconter l'histoire. C'est ce qui fait qu'elle est exceptionnelle. Parler de la maison de Lesage nous amène naturellement à parler de la maison Chanel. Et ce qui est amusant au départ, c'est que Gabrielle Chanel ne voulait pas, puisque sa rivale, Schiaparelli, avait comme fournisseur la maison Lesage. Il n'y avait pas de lien entre Chanel et la maison Lesage. Et Karl Lagerfeld est arrivé et a tout changé. Oui, en 1983, ça a été le début de la collaboration de Lesage avec Chanel. Et c'est exactement cette histoire. Les égos dans la mode ne sont pas les plus petits. Et donc, du coup, c'était impossible de travailler pour les deux maisons. Et donc, voilà, alors avec Karl, ça a été différent. Karl, il était amoureux de ses métiers. Et d'ailleurs, il a été, avec Françoise Montenay, qui était la présidente de Chanel à l'époque, et puis Bruno Pavlovsky, à l'origine de la création de Parafection, le groupe qui a acheté au départ les premiers métiers d'art de Chanel, les mousquetaires de la mode, comme ils se faisaient nommer. Ce qui permet de préserver ces maisons aujourd'hui. Alors, c'est un double aspect à mon sens, c'est qu'effectivement, ça permet de les préserver, mais Chanel a été le premier à être visionnaire sur ce sujet en se disant, bon voilà, des savoir-faire qui sont sublimes et fragiles, il ne faudrait pas qu'ils disparaissent, nous en avons besoin pour nous, on va les faire travailler, mais tant qu'à faire, assurons-nous qu'ils existent réellement et qu'ils travaillent réellement. Donc voilà, donc Chanel a fait de ce point de vue un travail exceptionnel pour Chanel, mais aussi pour les métiers d'art. Et ça, on peut les remercier tous les jours. Et Karl a été très, 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 très engagé là-dedans. C'est lui qui a imaginé de faire un défilé spécial métier d'art. Personne ne fait ça, il n'y a que Chanel qui fait ça. On voit d'ailleurs un croquis de Karl. Mmh. Vous avez eu, ça a été pour vous des années très importantes, et même dans un documentaire de Loïc Prigent, vous dites, Karl, quand on travaille avec lui, on a envie de se dépasser, on a envie d'être meilleur. Oh bah oui, parce que Karl, vous savez, c'est un monument de culture, une intelligence vive, un esprit aiguisé, une grande générosité quand on le connaissait. Il était méga sympa. Alors, quand on est avec quelqu'un qui est aussi exceptionnel, qu'est-ce que je vous dis, on ne peut pas faire du banal, alors qu'il faut y aller à fond. Et à chaque fois avec l'équipe ici, parce que moi je ne suis pas tout seul, c'est comme un orchestre ici, on a tous notre petite partition, on était trop emballés de travailler pour Karl. C'était toujours un dépassement, pas tant technique, mais culturel. Voilà.
Et puis, c'était la récompense, entre guillemets, c'est quand il était content et puis qu'il nous disait, ah bah tiens, ça, il est pas mal du tout, ce petit tailleur ou cette petite robe. Ou alors le jour où il a dit, bah tiens, je voudrais bien quelque chose qui soit inimaginable du temps de Chanel. Tiens, bah voilà, vous êtes en train de le montrer là. C'est l'inimaginable au temps de Chanel, autant vous dire qu'il y a de quoi se gratter la tête parce que tout a été fait. La seule chose que l'on peut considérer de vraiment nouveau, c'est d'utiliser des technologies qui n'existaient pas à une époque précédente. Et c'est ce que nous avons fait en faisant avec Chanel des tailleurs faits en imprimante 3D, mixés avec la broderie. L'un ne remplace pas l'autre, mais l'un s'accorde avec l'autre. Et c'est ça qui était intéressant. Faire le déshumaniser de la machine complètement froide d'imprimante 3D avec l'humanité du geste, le geste des brodeuses qui vient l'enrichir, lui donner une touche, une vibration de poésie, quoi, si vous voulez. Ça, c'était superbe. Oui, on voit ici, on voit très bien justement ce moulage créé en 3D et c'est un travail d'exception. Et ce qui est bien dans cette maison, le Sage aussi, c'est de se dépasser et d'expérimenter beaucoup, même dans le travail sur le strass lui-même ou la paillette, c'est-à-dire de la colorer, de la faire chauffer, de la gonfler. Il y a tout un travail de recherche qui se fait constamment. De recherche et puis des erreurs qui deviennent des avantages. Vous le disiez tout à l'heure, les paillettes qu'on brûle, etc. Ça, c'était une erreur. Un jour, c'est un fer à repasser qui tombe sur une paillette. On s'aperçoit qu'elle fond, c'est une catastrophe. Ben, pas du tout. On va faire une nouvelle paillette avec ça. En fin de compte, on a la chance d'avoir un champ d'expérimentation sans limite avec la broderie. La broderie, si on part du principe que la broderie, c'est une décoration sur un support textile, on peut tout faire. On peut ajouter du bout de liège avec de l'or, du plastique ou avec une pierre précieuse. Enfin, tout est envisageable. Après, c'est une histoire d'équilibre, de goût et puis de technique. On s'amuse, hein, vous savez, c'est ça qui est génial. On arrive pas qu'à s'amuser, mais cette légèreté de la création et de pouvoir être au service du beau pour des maisons aussi formidables que les maisons de couture pour lesquelles nous travaillons, c'est juste génial. Hein. On le mentionnait tout à l'heure, cette idée de faire les collections métiers d'art pour mettre de l'avant tous ces fabuleux métiers que la maison Chanel réalise et que Karl a imaginé. Et la première sur laquelle vous avez travaillé, c'est Paris-Bombay. Je suis arrivé à ce moment-là. C'est une collection, contrairement peut-être à l'image qu'on se fait, l'Inde, quand on imagine l'Inde, c'est les couleurs, les parfums, c'est quelque chose de très, moi je dirais oui, un feu d'artifice de couleurs. Karl, il a voulu, au contraire. Regardez, c'est extrêmement sobre, comme le Taj Mahal, ce temple superbe qui se trouve à Agra, près de Delhi. Et tout a été travaillé dans cet esprit. C'était l'Inde rêvée de Karl. Donc, quand on travaille avec un créateur, il faut rentrer dans son histoire. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. On est au service du créateur. Et là, en l'occurrence, avec Karl, là, on a eu le temps de voyager avec lui hein, quand même. Hein. Il nous faisait voyager partout. Hein. Oui, l'idée n'était pas de copier ou de faire un vêtement historique, mais d'aller beaucoup plus loin. Bah oui, quel est l'intérêt de copier? La mode ne va pas s'intéresser à copier. Il faut, en plus de ça, il y a l'image d'une marque, l'air du temps, ce que vous percevez de l'air du temps, et puis un étonnement qu'il faut apporter, parce que ce qu'on aimait hier, on peut le détester aujourd'hui ou le contraire, sans rentrer dans des choses aussi fortes. Mais en tous les cas, il faut faire du changement. La mode est changement, la broderie aussi. Ce qui ne change pas, c'est l'implication, comment dirais-je, la passion que l'on a et la maîtrise de ce que nous faisons. Parce que bien évidemment, on ne va pas faire ça en faisant n'importe quoi. D'ailleurs, même, je me souviens avec John Galliano, il y a des années, quand on a fait pour lui des broderies déconstruites parce qu'il avait fait cette collection clochard, entre guillemets, qui avait fait un tel scandale, on faisait des broderies qui avaient l'air d'être complètement déglinguées. Elles étaient déglinguées, mais en réalité, elles étaient construites et on les faisait en sorte de mettre des petits points d'arrêt, des perles qui avaient l'air de partir pour faire croire qu'elles étaient déchirées ou fichues. C'est tout un concept. C'est comme faire une chose qui a l'air d'être jetée. C'est pas jeté comme ça, c'est pensé. Et on croit que c'est jeté.
photo avec la formidable Stella Tennant, grand mannequin que Karl a beaucoup aimé, avec lequel il a terminé plusieurs défilés d'ailleurs. Un qui vous tient à cœur également, c'est cette collection Paris-Édimbourg de 2013, qui était une autre collection des métiers d'art. Alors, moi, là c'est très personnel parce que j'aime cette collection parce que, bon, moi, je suis né en Bretagne. L'Écosse, ce sont les Celtes, ça me parle, si vous voulez. Ça, c'est les racines. Et il y a eu une chose qu'on ne pouvait pas prévoir quand on est arrivé pour le défilé. Juste avant de commencer le défilé, c'était dans le château en ruine de Marie Stuart. C'était la nuit et il s'est mis à neiger. Et le fait qu'on soit dans cet endroit en neigeant, on rentrait dans un conte de fées, là, honnêtement, un conte de fées celte en Écosse. C'était, mais vraiment, on en avait la chair de poule, hein, c'était exceptionnel. Et encore une fois, un travail qui va très loin dans la recherche, dans le détail. On croit que ce sont des dentelles, mais ce ne sont pas du tout des dentelles, ce sont des petits rubans que l'on avait utilisés de rhodoïdes ou de soie qu'on avait mis debout et qu'on travaillait comme si c'était de la dentelle. C'est un travail très en 3D, si vous voulez. Cette collection s'appelait les métiers d'art, mais ce sont des collections finalement d'haute couture. En positionnement, c'est entre la haute couture et le prêt-à-porter. Mais c'est vrai, il y a un je ne pouvais pas résister à mettre La Campagne qui était fait avec la formidable Tilda Swinton, qui porte fort bien et en plus qui représente bien cette région. Et un autre défilé important des métiers d'art qui était présenté à New York. Et c'était ce défilé Paris-New York, mais finalement qui faisait référence beaucoup plus à l'Égypte, dû à un lieu. Et peut-être avant d'en parler, je me demandais quelles émotions on ressent quand on travaille défilé, quand on le voit porter, parce que vous assistez souvent au défilé. Quel sentiment vous habite à ce moment-là? À ce moment-là, c'est comme Oh, j'entends un drôle de bruit. Allô? Oui, moi je vous entends. Ah bon, parfait. Pour moi, c'est comme un cadeau parce que quand j'arrive, comment dirais-je, au défilé, je suis au spectacle, si vous voulez. Je suis un invité. En tant qu'invité, je découvre la collection. Et les broderies que nous avons faites, nous, on voit d'une manière partielle les choses, puisque le vêtement n'est pas construit. Donc, c'est un étonnement. Quelquefois, je me dis, tiens, mais c'est une autre broderie, ça. Non, c'est pas possible. Ah, mais si. Alors, je regarde de plus près, puis je comprends que c'est… Voilà. Là, c'est forcément un grand moment de plaisir, mais c'est vraiment… oui, c'est comme un cadeau. Alors, ce qui m'amuse dans ces cas-là, c'est quand des brodeuses voient le défilé, soit en vidéo, soit, vous savez, la Maison Chanel invite les gens des ateliers, non pas au défilé principal, mais ensuite. Et ça, c'est intéressant, parce que quand elles regardent le défilé, elles se parlent. J'ai déjà assisté à ça. Il y en a une qui dit « Dis donc, Catherine, c'est pas ta manche à droite ?» Vous vous rendez compte que ces femmes se souviennent ou reconnaissent le travail de l'une et de l'autre sur un travail qui paraît totalement identique aux yeux non seulement des néophytes, mais aussi des professionnels comme moi qui devraient voir la différence. On n'y voit rien du tout, mais elles le savent. Ça, j'adore. Et là, c'est quoi ça? Le défilé égyptien. Alors là, on s'était beaucoup amusé avec Virginie parce que Karl voulait de l'Égypte, mais Virginie elle voulait un twist un petit peu rock, un peu plus amusant. Donc elle m'envoyait des pistes en me disant Michael Jackson, parce que Michael Jackson avait fait un clip vidéo avec Iman et puis Eddie Murphy sur Nefertiti, etc. Un truc méga kitsch. Hein. Mais qu'est-ce que c'était amusant? Donc elle me dit pense un peu à ça, Michael Jackson, bon, machin. Puis moi, je parle de le style Memphis et Torre Sotsas, donc qui avait repris les styles égyptiens et que Karl aimait particulièrement parce qu'il avait un appartement entièrement meublé de cela dans les années 80-90 à Monte-Carlo. Donc ça a été un joyeux mix and match de choses qui n'allaient pas ensemble et qui finalement faisaient de l'Égypte. Et ça a été très joyeux. Il y avait même votre ami Farrell, encore une fois. Ah ben oui. Il est pas mal hein, en pharaon quand même. Hein. Oui, c'est très brillant comme idée. Il était parfait pour
pour ce défilé. Et bon, le défilé était présenté en décembre 2018 de Karl. Oui, on voit cette photo qui représente presque le passage. Et on ne savait pas entre lui et Virginie. Et ces jeunes garçons, c'est presque ces 3 générations. J'imagine que pour vous, ça a été un choc pour moi en tant que journaliste. Et donc, j'imagine pour vous encore plus. On pensait qu'il était peut-être éternel. Et puis, mais en même temps, les choses se sont passées tellement rapidement, mais tellement naturellement aussi, parce que Karl, il avait prévu les choses, Virginie était là depuis tellement longtemps, les collections, c'était Karl, mais c'était beaucoup Virginie. Et donc, moi, ce qui m'amusait, entre guillemets, c'est tous les commentaires de journalistes depuis tellement d'années qui mettent tout un tas de gens à la tête de la maison Chanel, la tête sur le billot, ils étaient sûrs que c'était un tel ou un tel ou un tel. Non, mais arrêtez. Moi, c'était évident que ce soit Virginie. Virginie a toute la légitimité, la preuve en est, regardez les collections qu'elle fait aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est une autre façon de voir Chanel, c'est sa vision à elle, mais c'est Chanel. Ah bah tiens, ça c'est ça, la photo rock que j'adore. D'ailleurs, je l'ai dans mon bureau. Allez par là. Oui, que vous avez sur vous. J'ai dit, j'adore cette photo que Karl a fait de Virginie. Il l'a rendue un peu punk. Je ne sais pas s'il était punk dans son adolescence ou sa jeunesse, mais c'est une femme très douce et elle comprend tellement l'esprit de la maison et elle a tellement travaillé avec Karl. C'est vrai que ça se fait d'une façon tellement naturelle. Et je pense que vous aimez beaucoup sa vision, sa façon de voir. Ah bah oui. D'abord, moi, je suis au service de Chanel. Quand je travaille pour Chanel, quand j'ai travaillé avec Karl, ça a été avec Karl et je me suis donné totalement en création avec Karl. Maintenant, c'est avec Virginie et je le fais avec autant d'énergie et de bonheur et de passion. J'aime profondément Virginie, je la connais depuis fort longtemps. Et j'aime particulièrement sa vision qui est une vision, c'est une femme, vous allez me dire c'est un pléonasme de dire qu'elle a une vision féminine. Non, non, il y a des femmes qui n'ont pas une vision féminine, hein, mais elle est dans une féminité. Je trouve elle a un retour sur Chanel, la Chanel jeune, qui a osé faire des choses extrêmement simples dans une époque où les choses n'étaient pas du tout étaient très sophistiquées, très compliquées. Elle veut la liberté, le mouvement, la simplicité apparente, parce que c'est finalement la simplicité ne veut pas dire sophistication, absence de sophistication. C'est très sophistiqué ce qu'elle fait. Mais ça correspond à une jeune femme d'aujourd'hui. Regardez les cheveux lâchés, un maquillage plutôt naturel, une allure. Une allure, c'est très important. L'élégance et l'allure, c'est quand même une signature indéniable quand on est dans la mode et particulièrement Chanel. Donc oui, j'adore ce que fait Virginie et je m'y sens extrêmement à l'aise parce que je pense que c'est ce qui correspond pour l'ère du temps. Il n'y a rien de pire dans la mode que de faire des créations qui ne correspondent pas à la contemporanéité que nous vivons. Donc elle est d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous m'aviez dit de son époque. Comment? Vous m'aviez dit qu'elle posait souvent cette question. Est-ce que une jeune femme aimerait porter ce vêtement? Que ça faisait partie de son questionnement? Ah bah oui, oui. Quand on présente des broderies, alors généralement, elle pourrait dire ça quand elle n'aime pas. Tu auras envie de porter ça, toi? Alors, évidemment, moi, je n'ai pas envie de porter ça parce que je n'ai pas de le porter, mais la question est posée. Tu as envie de porter ça, toi? Bah, pas sûr, non. Alors, si ce n'est pas sûr, on ne le fait pas. C'est très intéressant. Ah, le maillot de bain, là, alors ça. Oui, là, une robe de mariée audacieuse. Oui. Avec le bonnet de bain. Karl n'était pas là ce jour-là. C'est la première fois que Karl n'apparaissait pas dans un défilé. C'est Virginie qui est sortie à la grande surprise des invités. Et c'était le dernier défilé de collaboration de Karl avec Virginie. Ouais. Et ça, alors moi je me souviens, il y a le Vogue qui était venu m'interviewer en me disant mais qu'est-ce qu'elle a Vous savez, les journalistes, on les aime beaucoup, mais ils ont toujours des questions qu'ils ont posées 50 000 fois. Mais qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, la robe de mariée? Mais qu'est-ce que je réponds, moi, la robe de mariée, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Et moi je m'entends lui dire, ce qui est exceptionnel dans cette robe de mariée, c'est que c'est pas une robe de mariée, c'est un maillot de bain. Voilà. Et c'était ça qui était effectivement exceptionnel. Avec le maillot de bain compris. Bah oui, oui. Bon alors je vous préviens, vous ne pouvez pas se baigner avec ça, hein, parce que c'est pas. Le défi de votre métier,
c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe dans la tête d'un créateur. Moi, ça me fascine comment vous arrivez à traduire les idées. Bah, il y a un côté psychanalyste et en même temps confesseur dans l'Église, vous voyez. Il faut arriver à sortir le truc, là, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Bon, il y a des moments de solitude, hein, il y a des moments où je ne comprends pas. Hein. Mais comme ça fait quand même quelques années que je suis dans ce métier, j'arrive à trouver des histoires quand même. Mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant, parce que un thème, quel qu'il soit, je ne sais pas moi, combien de fois on me dit bleu. Ben, le bleu chez Dior, ce n'est pas la même chose que chez Chanel, je vous signale. Hein. Bon, ça peut être abstrait, mais moi, je vous le dis. Baroque, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la forme, enfin, je veux dire, la construction esthétique, ou est-ce que c'est l'idée philosophique du baroque? Tous les mots peuvent être pris avec un sens différent quand il s'agit de création et surtout quand il s'agit d'un créateur qui représente une maison. Donc, il faut avoir un minimum de culture, ça c'est sûr, de connaissance des maisons qui nous interrogent, et avec ça, essayer de percer dans la tête de le créateur qui nous parle, qu'est-ce qu'il veut dire sur ça. Alors, c'est un peu schizophrénique par moment, mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est la confidence et la proposition. On doit suggérer, on ne doit pas imposer. Ça, c'est une espèce de gymnastique dans le langage et dans l'attitude. Et puis, une fois que j'ai à peu près compris, j'espère, alors on propose des choses. Dans la proposition, moi, j'aime beaucoup faire ça. Je propose exactement, on fait des choses qui doivent être exactement ce qu'ils nous demandent, mais en même temps, ce qu'ils ne nous demandent pas. Non pas pour les enquiquiner, mais ça permet de réagir. Vous savez, vous demandez, je ne sais pas moi, des croissants. Si on vous sert une table entière de croissants, à la fin, vous n'en pouvez plus du croissant. Mais si vous mettez dedans un petit éclair au café ou une petite tartelette, je ne sais pas quoi, tiens, il y a un petit éclair au café, ben tiens, pourquoi pas? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut susciter un désir, un étonnement, une envie, quitte à oh non, mais qu'est-ce que c'est que cet éclair au café? Moi, j'en veux pas du tout. Vous voyez, avoir le rejet de la chose, mais c'est super important parce que le rejet nous fait partir sur une autre histoire aussi. Rien n'est anodin. Il faut susciter, voilà, c'est pas un ping-pong, c'est pas un match, c'est presque une danse, moi j'allais vous dire, voilà. On passe d'une idée à une autre. Non, c'est vraiment très, très, très sympathique, c'est très amusant en même temps. J'imagine ce qui est bien aussi, c'est de poursuivre l'histoire plus d'une année et non pas une seule fois, ce qui serait un peu dommage. Une maison avec laquelle l'histoire se poursuit. Et c'est intéressant d'en parler parce qu'Alexandre Vauthier, qui est un couturier que j'aime beaucoup, qui a travaillé, qui a appris son métier chez Mugler et chez Jean-Paul Gaultier, entre autres, mais qui a une vision, il y a une épure dans son travail aussi, mais un très, très grand respect des artisans et la Maison Lesage, entre autres. Il a une photo de M. Lesage et vous continuez à travailler avec lui. Ah ben, tout à fait. Alexandre, il est amoureux du savoir-faire, des créations de ses métiers d'art. Il le prouve parce qu'il l'utilise dans ses créations, moins fortement que des maisons comme Chanel qui ont beaucoup plus de moyens, bien sûr, mais c'est magnifique ce qu'il fait. Je l'ai connu, Alexandre, il était assistant chez Jean. Moi, j'ai fait les premières fois mais des corsets pour Jean-Paul avec des broderies. Bon, ça fait, je veux dire, ça fait très longtemps. Et puis, on s'est retrouvés dans tout un tas d'expériences après. Et puis voilà, maintenant, on le suit absolument et c'est très enthousiasmant de travailler avec les nouvelles générations de créateurs. Est-ce que c'est plus facile au moment où vous vous connaissez, je présume, quand il y a une relation, un lien qui se développe avec les gens? Est-ce que le travail devient plus, ou ça dépend des collections? Bah oui, c'est plus facile parce qu'il y a d'émotionnel qui rentre dans l'histoire. Mais attention, il ne faut pas être que dans l'émotionnel parce qu'il faut bien cerner la demande. À la limite, quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, c'est plus compliqué quand même. Il faut avoir une conversation avant pour se tester. C'est pas ça, se reconnaître un peu. Mais l'amitié ne doit pas occulter la vision que le créateur nous propose et la compréhension de cette vision. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être un leurre. Donc, il faut mettre de côté l'idée on est copains pour être dans le travail. Ah bah ça, c'est la dernière collection de Virginie Oui. Croisière. Et oui, il y a une semaine à peine, on découvrait cette collection de croisière
qui est magnifique, qui devait être présenté à Capri, finalement, qui est devenu virtuel, qui est magnifique aussi, encore une fois. Et là, vous travaillez sur la haute couture, je présume, en ce moment. Oui, là, quand nous aurons fini cette conversation tout à fait agréable, il faut que j'aille voir là-haut parce que les dames brodeuses, les fées brodeuses sont parties. Alors moi, je vais aller regarder, je vais soulever les draps qui sont sur les métiers pour les protéger la nuit, pour voir où est-ce qu'on en est pour pouvoir partir ce soir tranquille en me disant demain matin, je sais où on en est, donc quand je vais revenir, le travail aura un peu avancé. Voilà. Mais oui, oui, bah, la mode, vous savez, on passe d'une collection à une autre. C'est ça qui est aussi très enrichissant dans nos métiers parce qu'on est de Capri à balade en Méditerranée à une collection d'hiver maintenant de haute couture. Puis on va passer sur le prêt-à-porter qui sera l'été de l'année prochaine. On le présentera en octobre. Je ne vous dis pas qu'il faut en faire et en faire, mais c'est terriblement stimulant d'être dans la création et de passer d'une idée à une autre chaque mois ou chaque mois et demi, parce que c'est à peu près ça. On peut peut-être faire un peu moins de look, mais en tous les cas, ce rythme est très, très dynamique. Voilà. Est-ce que cette période, pour vous, vous dites que la création est stimulante et inspirante aussi, est-ce que la période de la haute couture est une période aussi fiévreuse, une période de stress pour vous, pour les équipes? Le stress, ce n'est pas le stress de la création, c'est le stress de la livraison. Est-ce qu'on va pouvoir faire dans les temps impartis ce qu'on nous demande? Mais la création, non, parce que bien sûr, on s'interroge, mais ce n'est pas une angoisse terrible. Non, moi, ce que je trouve formidable dans nos métiers, c'est dans les périodes difficiles qu'on vit actuellement, le monde entier est suspendu là, c'est d'arriver à avoir cette capacité d'émouvoir, de faire rêver. Imaginez-vous un seul instant une société, un monde sans rêve, sans beauté. C'est abominable. Ce qu'on a vécu là, ces derniers temps, quand on était chez soi, calfeutré, enfermé, ne plus voir ses amis, et il y a encore des pays qui sont dans cette dynamique-là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer à long terme, parce que c'est comme les fleurs qui n'ont plus de soleil ou d'eau, on va mourir de cette histoire-là. Et nos métiers, sans être dans l'ostentation, parce que ce que nous faisons est effectivement très brillant ou très riche, mais il est riche de quoi? De sens d'abord, d'humanité, de beauté, de technique, et c'est au service d'un rêve. Très peu de gens peuvent s'offrir ça. Moi, vous croyez que je m'offre ça? Pas du tout. Mais qu'importe, l'acquisition n'est pas forcément la chose importante. Ce qui compte, c'est que ça existe et que ça nous fasse rêver. Et puis, on peut acheter autre chose, un autre rêve. Il y a des gens qui aiment les voitures, il y en a qui aiment des chaussures, moi, je ne sais pas. Mais ça fait partie du rêve que l'humanité peut vivre ou peut offrir. Et j'espère que ça va continuer. Ouais. C'est effectivement un très beau message. Et peut-être avant de se laisser, je voulais savoir si vous étiez confiant pour l'avenir des brodeuses, des brodeurs. Je pense que quelque part, oui, pour les raisons que je viens de vous dire, la beauté et le rêve doivent exister. On est soutenu par une maison qui est quand même exceptionnelle, la maison Chanel. Nous sommes propriétés de Chanel et Dieu sait qu'ils sont dans cette dynamique. Ce que je vois, c'est qu'on s'est interrogé sur beaucoup de choses aujourd'hui. Le monde change, la mode doit changer. Elle doit être beaucoup plus transparente et éthique, être plus proche des gens aussi dans le process de travail. Et il y a pour nous, les brodeurs, peut-être une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre, car quand on parle de luxe français, peut-être faudrait-il réaliser que ce luxe est davantage fait en France, peut-être. Et du coup, cela favoriserait un artisanat qui est extrêmement fragile en France. Ne croyez pas que les artisans en France soient des gens chanceux et avec des gros moyens financiers. Non, non, non. Ce sont souvent des tout petits ateliers qui sont au service de maisons très puissantes. Et quand on voit ce qui se passe dans des ateliers délocalisés où les gens sont en grande souffrance, n'oubliez pas que la grande souffrance a existé avant en France, depuis ces 20 dernières années, et que les ateliers qui restent aujourd'hui ouverts sont 1/10 de ce qui a été avant, parce qu'ils sont tous morts, parce qu'il n'y a plus de travail pour eux.
Et donc, si cette crise affreuse fait prendre conscience qu'il faut quand même refaire un équilibrage en faisant travailler ces artisans français, mais aussi étrangers, mais français aussi, ce sera déjà quelque chose de très bien qui sera fait parce que cette beauté n'est pas que d'un pays, elle est mondiale. Merci, Hubert Barrière. C'est un message d'espoir et aussi qui défend des idées formidables. Merci d'avoir pris le temps et le 7 juillet, on sera devant nos écrans pour voir le défilé Chanel haute couture. Oui. Et peut-être aurai-je l'occasion de vous croiser en octobre si je me rends au festival d'hier, parce que vous êtes président du jury accessoire de ce formidable festival mené de maître par Jean-Pierre Blanc. Merci mille fois d'avoir pris ce temps précieux, surtout en ce moment. Ah non, mais attendez, Stéphane, c'est un plaisir pour moi de converser avec vous. Je vous le disais en off, j'ai un véritable amour pour votre pays et pour les Canadiens. C'est des gens qui sont tellement sympathiques et contrairement aux Français, ils sont largement moins snobs. Donc, je les adore. Voilà. Et vous venez vite au festival de hier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Formidable. Vous voyez, on a fait l'heure sans... Qu'est-ce qu'on a parlé, dis donc, tous les deux? Alors, il y a eu des moments, ça marche.